Et bonjour à tous et bienvenue dans Greenwatching, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Vous êtes déjà là dans le chat, hein. Salut Ezaeno, salut Flamancho, salut MRS, CNC, salut Dodginaldo, salut à tous. Bienvenue, je ne suis pas seul en plateau, il y a déjà Baptiste qui est avec nous, qui nous fera tout à l'heure une petite chronique sur les trottinettes électriques, parce que oui, aujourd'hui le thème de Greenwatching c'est les mobilités. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer en quoi la question des mobilités est en lien avec le changement climatique, la pollution des voitures, tout ça, etc. Vous savez, aujourd'hui, nous, on va tenter d'élargir un peu la question pour vous aider à en savoir plus. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous, Raymond Greenezer. Je vais y arriver. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Greenwatching. Merci d'être avec nous. Bonjour, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité déjà. Alors, vous êtes président de l'association de défense contre les nuisances aériennes de l'aéroport de Cannes, là, juste à quelques mètres de là où on se trouve. On va pas perdre de temps parce que vous devez partir vers 18h30. Donc, pour une fois, il faut qu'on soit à l'heure. Vous pourrez lui poser toutes vos questions pendant l'émission, notamment au moment de son interview tout à l'heure, où on parlera aviation. Donc, mais avant ça, on a un duplex aujourd'hui, un duplex qui nous est assuré par Lucas Métairie. Est-ce qu'il nous entend? Tu es à une centaine de mètres du studio. Ah, Oui, Lucas? Ah, Lucas, je ne t'entends pas. Lucas qui est cadré par Valentine Brevet. Ah oui, Lucas cadré par Valentine Brevet, effectivement. Valentine qui va faire du vélo également. Ah, Lucas, tu m'entends? Oui, Ah oui, je t'entends également. Comment ça va, Lucas? Dans ce cadre magnifique, mais t'avais dû rester sur ton fauteuil la dernière fois pendant l'émission. T'avais présenté l'émission sport la dernière fois. Une émission assis, pour toi, c'était trop. Il fallait que tu repartes vite en selle, hein. Et t'as choisi une bonne coéquipière en plus. Ah, apparemment, on n'aurait pas de son, selon le chat. Est-ce qu'on a du son? Lucas, apparemment, le chat n'entend pas Lucas. Le chat n'entend pas Lucas. Mince. c'est dommage. Ah oui, c'est dommage, Eh oui, il parce est que fier de là, lui. c'est un duplex de fou, donc... eh, Le plus important arrive vas-y, après. parle un petit peu, Lucas. Ouais, je suis Alors, là, moi, je toujours t'entends, mais présent. est-ce que le chat t'entend? C'est bon, c'est bon. Ah, bah, apparemment, c'est bon. Donc, Lucas, on t'entend. Donc, C'est si tu bon. peux nous répéter un petit peu, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez Ouais. faire? Tu es avec donc Valentine. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Eh bah regarde ce qu'on a pris avec nous, des beaux vélos, des belles, des beaux bicycles. Et globalement, on va se promener dans ce cadre idyllique. Ah bah c'est top en tout cas, on te retrouve dans un instant, juste après la première chronique du jour qui est présentée par Baptiste Boson. Mais avant ça, vous étiez peut-être avec nous il y a quelques minutes pour l'émission spéciale de l'école de journalisme pour la journée porte ouverte. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes intéressé, elle est bien évidemment disponible en rediffusion sur Twitch et prochainement sur YouTube sur la chaîne de l'école de journalisme de Cannes. La rediff de les rediffs de toutes les émissions précédentes, hein, de Greenwatching, ils sont également disponibles. Donc voilà, sur tous les réseaux sociaux de Greenwatching, vous pouvez nous retrouver. De notre côté, on est déjà parti pour la 6e émission de Greenwatching. Merci pour tous vos retours à chaque fois. Et dans les chroniques aujourd'hui, on a Bastien qui va nous faire un gros point sur les batteries électriques, notamment sur les bornes de recharge. On parlera hydrogène avec Jeanne, puis Kylian a trouvé des trains en France qui polluent. Oui, oui. Il va nous décrypter tout ça parce que je pense que parmi vous, beaucoup pensaient qu'il n'y avait plus de trains qui roulaient au diesel en France. Mais effectivement, on verra avec lui tout ça tout à l'heure. Rentrons dans le vif du sujet tout de suite. C'est l'heure de la première chronique du jour avec Baptiste. Tu nous parles des trottinettes électriques. Elles sont partout dans les grandes villes et justement, c'est leur présence dans celle-ci qui fait de plus en plus débat. On parle même de les supprimer à Paris. Et oui, salut Victor, salut à tous. Pour commencer, on va faire un point trottinette électrique. Selon la Fédération des professionnels de la mobilité, la FP2M, on compte environ 2 500 000 trottinettes électriques aujourd'hui en France.
c'est le moyen de déplacement le plus privilégié en ville. Les ventes de trottinettes électriques n'ont fait qu'augmenter et ça rapporte. Le marché mondial des trottinettes électriques en libre service devrait atteindre en 2025 entre 40 et 50 milliards de dollars. Oui, et les entreprises de trottinettes en libre service sont aujourd'hui dans beaucoup de grandes métropoles françaises, hein. On a beaucoup d'exemples en France, et notamment celui qui fait le plus parler, c'est Paris. Quels étaient les arguments en faveur de leur arrivée dans ces grandes villes? Alors déjà, les premières trottinettes électriques en libre service sont arrivées il y a environ 5 ans. Et à l'époque, les arguments des fabricants, c'était que leur service allait réduire l'encombrement des routes, ça allait réduire la pollution sonore et atmosphérique, avec des trottinettes électriques bon marché, rapides, agréables, pratiques et surtout électriques. D'accord. Mais tout ça suggérerait qu'elles sont bonnes pour le climat, mais en réalité, c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça, hein. Oui, en fait, d'après une étude menée à l'échelle de Paris, une trottinette électrique en libre service émet environ 6 fois plus de CO2 par kilomètre que le métro, mais 3 fois moins qu'une voiture quand même. Le principal problème, en fait, c'est que la trottinette électrique a remplacé des moyens de transport moins polluants comme le vélo ou la marche à pied. Elles n'ont pas vraiment remplacé la voiture comme c'était espéré initialement. Mm. Et pour des distances inférieures à 5 km, la voiture représente encore 60% des déplacements domicile-travail, ce qui est quand même encore énorme. Et je ne vous ai pas parlé de l'impact écologique de la batterie avec sa fabrication notamment. Alors, on a vu beaucoup d'articles ces derniers mois, hein, sur la dangerosité potentielle de ces trottinettes électriques, Oui. notamment avec les accidents. Bien sûr. Ça pourrait les faire disparaître des grandes villes qui les ont déjà adoptées. Ah oui, et on compte plus les feux rouges grillés, les vitesses excessives sur les trottoirs, les stationnements sauvages. Les accidents, eux, ont fortement augmenté en 2022 avec 34 personnes tuées et 600 blessés graves. C'est 3 fois plus qu'en 2019, selon le bilan annuel de la sécurité routière. La cohabitation entre trottinettes, piétons, cyclistes et voitures est globalement, on le sait, très très compliquée. Alors, est-ce qu'il faut les bannir? Eh bah, c'est une bonne question et c'est justement un sujet d'actu, car la mairie de Paris, avec Anne Hidalgo, a annoncé le mois dernier un référendum populaire le 2 avril prochain avec une question simple. Continue-t-on ou pas avec les trottinettes en libre service? Alors si les Parisiens votent l'interdiction, ce sera appliqué directement dès l'été prochain. L'an dernier, la préfecture de police a déclaré 337 accidents corporels dans Paris. C'est 37% de plus qu'en 2021. Et les trois opérateurs, LIM, Thiers et DOT, qui sont partout en France, ont de quoi être inquiets, parce que Paris, c'est quand même la ville d'Europe où l'usage de ces trottinettes est le plus intensif, avec 400 000 usagers uniques chaque mois et 15 000 trottinettes. Mais selon leur propre sondage, 70% des Parisiens seraient favorables au maintien des trottinettes électriques. Et Baptiste, il y a déjà des grandes villes qui ont banni ces trottinettes, qui sont passées à l'acte. Et oui, bien sûr, il y a la communauté d'agglomération donc de Grand Paris Seine-Ouest, qui inclut 8 communes. Elle a banni ses trottinettes électriques en libre service. Mais c'est le cas d'autres grandes villes, comme Nice, qui est juste à côté, 5e ville de France, qui n'a jamais autorisé les trottinettes électriques libre service. Alors rien n'empêche les Niçois d'acheter leurs propres trottinettes électriques personnelles, mais c'est une aubaine pour la vingtaine de points de vente quand même qui sont répartis sur la ville. Et à Toulouse, l'opérateur LIM n'a eu que 3 jours d'exploitation autorisés, ce qui est vraiment pas grand-chose, voire rien du tout. Villeurbanne, à côté de Lyon, a également interdit la circulation de ces engins sur son territoire. Montélimar les a bannis de ses rues piétonnes. Et les villes à l'étranger comme Barcelone, Valence et New York les ont complètement interdits. Alors, merci Baptiste pour ta merveilleuse chronique. Si vous avez des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas, on est là pour ça, on répond à toutes vos questions que vous vous posez. Mais en attendant, Raymond, sur la Côte d'Azur, Cagnes-sur-Mer s'est lancé dans l'aventure, mais pas Nice. Comment voyez-vous ces trottinettes? Le problème de la trottinette, je pense qu'il est assez simple. C'est-à-dire on n'a pas prévu la cohabitation de tous les moyens de transport. On n'a pas anticipé. Donc actuellement, il y a une vague pour ces trottinettes électriques qui est peut-être très bien au niveau environnemental, mais n'empêche que c'est impossible pour un automobiliste. C'est très dangereux parce qu'il faut se faufiler à travers les trottinettes. Les trottinettes, je rappelle qu'elles doivent rouler donc sur la route, Bien et pas sûr. sur les trottoirs, quoi. Et encore, c'est propre à chaque ville, a sa propre réglementation.
Oui. et qui ne fait que se durcir. Donc selon les lieux, je veux bien croire qu'il y a des endroits où c'est pas possible. Et Nice, c'est compliqué parce que c'est une ville qui est assez hétéroclite. C'est pas une ville qui est récente, Qui est très Donc, enclavé aussi. qui est enclavée en plus. Mais il y a des endroits où il y a des toutes petites rues, d'autres où c'est des grands boulevards, etc. Passer de l'un à l'autre, ça devient compliqué pour une trottinette. Et c'est vrai que l'accidentologie est terrible, quoi, hein. D'année en année, ça en prend et ce sont chaque fois, il n'y a pas forcément des morts, mais il y a beaucoup de gens qui en ressortent handicapés, enfin, etc., quoi. On ne peut pas prévoir un moyen de transport pareil si on ne prévoit pas l'infrastructure qui va avec. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des villes qui les bannissent. Dans le chat, on a Flamand Chaud qui nous dit mais c'est dangereux quand ça fait pas de bruit en vrai. Alors est-ce qu'il faudrait peut-être faire un petit son pour rendre cette trottinette peut-être moins dangereuse? C'est vrai que c'est le même problème avec les voitures électriques, hein, notamment les personnes malentendantes qui n'entendent pas les voitures électriques et c'est un vrai problème. En tout cas, certaines villes ont fait le choix en tout cas, les opérateurs veulent s'adapter pour éviter d'être bannis. Donc, par exemple, dans certaines villes où on peut retrouver des trottinettes électriques qui sont immatriculées, elles ont un petit code à l'arrière qui permettrait aux forces de l'ordre de mieux reconnaître le véhicule, la personne qui le conduit. Il y a d'autres réglementations comme la limite à 25 km/h, l'interdiction d'aller sur des trottoirs. Bref, ils essayent à tout prix de s'adapter pour éviter le bannissement. On a Benji19 dans le chat toujours qui nous dit la durée de vie des batteries est également un problème. Oui, c'est vrai. Alors, la fabrication, ça c'est une certitude. Il y a des métaux qui sont extraits très très loin. Enfin, il y a vraiment des gros impacts écologiques là-dessus. Mais la durée de vie, c'est vrai aussi, puisque une trottinette électrique n'est absolument pas rentabilisée par rapport au coût écologique qu'elle émet pour sa fabrication. En fait, si on voulait rentabiliser, il faudrait une utilisation très très longue, environ, je n'ai plus le chiffre exact, mais il faudrait une utilisation beaucoup plus longue que ce qu'elle est maintenant. Un avis? Oui, non seulement ça, mais la batterie, c'est vraiment un problème. C'est le problème de l'électrique actuellement, hein. C'est-à-dire que déjà, ça se recycle très mal. La durée de vie n'est pas terrible. C'est-à-dire que ça baisse de capacité assez rapidement, hein. À bout de 3 ans, déjà, on perd énormément et 5 ans, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Et en plus, ce sont des produits ce sont des appareils qui utilisent des produits, comme vous le disiez, des métaux rares, etc., qui sont extraits à l'autre bout du monde, ça peu importe, mais surtout dont l'extraction est extrêmement polluante. C'est-à-dire que pour extraire de quoi faire une batterie de trottinette électrique, il va falloir, si on dit qu'elle pèse peut-être 2 kilos, il va falloir des tonnes de minéraux extraits qui sont traités, et les sous-produits de ce traitement sont toxiques en général. Évidemment, dans les pays en pleine Chine, etc., tout ça, c'est resté sur place, quoi. Donc, vous avez des mines entières qui sont à ciel ouvert, c'est des kilomètres carrés qui sont complètement pollués, et tout ça pour quelques trottinettes électriques chez nous, quoi. Coût écologique et aussi humain. Donc le coût écologique, oui, humain en plus, parce que les ouvriers qui travaillent là-dedans sont payés des queues de figues et ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie, surtout les maladies, quoi. Alors on a une Donc dernière... tout ça, on n'en parle pas, quoi. C'est très beau la trottinette, mais en fait, c'est une catastrophe écologique. Alors on a une dernière question sur le sujet, après on va enchaîner. On a Arsène86 qui nous dit que le chiffre d'accident est peut-être à nuancer au vu de l'augmentation du nombre aussi de trottinettes électriques qui sont en libre service dans les rues. Peut-être que effectivement plus de trottinettes en libre service dans les rues égale plus d'accidents. Oui, et aussi j'ai oublié une précision. Dans le graphique qu'on a pu voir, il y avait 2019-2020. Bien sûr, c'est des dates qui nous rappellent quelque chose, parce qu'on a quand même vécu plusieurs confinements. Donc là, c'est vrai que ces chiffres sont à nuancer par rapport au Covid-19, bien sûr. On enchaîne? Allez, on enchaîne, c'est parti pour le duplex. On va retrouver notre cycliste préféré, Lucas Métairie. Oh, regardez-le comme il est magnifique, il est sur son vélo, il est prêt à partir. Vélo qui n'est pas électrique. Vélo qui n'est pas électrique, effectivement. Il est filmé donc par Valentine. Ils sont tous les deux. Qu'est-ce que vous faites? Vous en êtes où? Alors j'ai très mal entendu ta question. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît la répéter? Alors c'est très simple, hein. J'ai juste demandé où est-ce que vous en étiez.
Ah, alors, c'est une très bonne question. On est au tout début de cette piste cyclable. Et en fait, peut-être là où est la plus belle. Regardez-moi Oh là cette là. route, vraiment très large pour les vélos. Et puis, à ma droite, plutôt des infrastructures pour tout type de sportifs. C'est vraiment très agréable de rouler ici avec le coucher de soleil, la mer qui prend beaucoup de place. On espère que la route sera aussi agréable pour la suite de la piste cyclable. Question, tu nous fais signe si jamais il y a besoin d'avoir, si tu as des breaking news pour nous, notamment si tu rencontres peut-être des cyclistes sur la route qui pourraient éventuellement donner leur avis sur les pistes cyclables à Cannes, parce que c'est vrai que c'est une question qui... Ou des trottineurs. Ou des trottineurs, effectivement. C'est vrai que la question des pistes cyclables sur la Côte d'Azur, c'est une vraie question, notamment au vu du manque de place. Bon, bah, ça c'est une question un peu générale, le manque de place, mais ça impacte bien évidemment les pistes cyclables. On revient vers toi, Lucas, tout à l'heure. On est parti pour la chronique suivante. Merci Baptiste. Une des solutions dont on parle souvent, on continue sur le thème des batteries, c'est évidemment la voiture électrique. Mais l'une des craintes qu'on peut avoir avant de passer à l'électrique, c'est de ne pas trouver de station de recharge. Et oui, peut-être que quand vous avez testé une voiture électrique, c'était un peu votre angoisse. Alors Greenwatching, on a voulu dresser un état des lieux des bornes électriques en France. Bastien, tu t'es penché sur la question. Tu t'es plongé dans les plans d'urbanisme, dans les bilans de vente, d'immatriculation, les notices de voitures, de bornes électriques. Ton dimanche, il a dû être sympa, hein. Ah bah, c'est sûr que, bon, présenter comme ça paraît un peu fastidieux. Non, mais en vrai, promis, c'est quelque chose qui est très intéressant. Oui, et donc dis-nous, est-ce qu'on a assez de points de charge aujourd'hui en France? Alors, en fait, je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Aujourd'hui, bah, en fait, en France, on n'est pas trop mal. Pour te donner un ordre d'idée, je vais te donner donc les chiffres du bilan annuel de l'AVER. C'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Donc, au 31 décembre 2022, il y avait en circulation en France environ 1 100 000 voitures électriques ou hybrides rechargeables. Donc, c'est les deux types de véhicules qui sont susceptibles d'utiliser donc ces bornes. Dans ces véhicules, d'ailleurs, il faut savoir que 350 000 ont été immatriculés en 2022. Ça représente environ 20% des ventes de voitures sur l'année. Donc, en fait, le marché est en pleine expansion et il faut faut que ça suive au niveau des stations de recharge. Et donc, en 2022, c'est même un peu un tournant au niveau des stations des bornes de recharge, puisque on compte à la fin de l'année 82 000 points de recharge. Ce qui représente une augmentation quand même, tenez-vous bien, de 53% sur l'année, ce qui porte donc le total des points de charge à une estimation d'environ 1 200 000, en comptant aussi les points de charge privés que les gens ont dans leur garage par exemple. Et on peut même appeler ça une explosion, hein, j'ai envie de dire, au vu du chiffre. Mais si aujourd'hui, moi, je veux recharger ma voiture, tu sembles me dire que je devrais pouvoir trouver une borne, mais par contre, j'ai pas envie d'attendre des heures que ça fasse le plein. Est-ce que tu as des solutions pour moi? Eh ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes de stations de recharge. J'ai regardé du côté de la Fauve, alors rien à voir avec les lions ou les tigres, hein. C'est la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques, hein, c'est un acronyme. Donc en fait, pour faire simple, il y a deux cas de figure très différents. Soit on fait des trajets pendulaires, donc entre ta maison et ton lieu de travail par exemple, soit tu fais des trajets sur des plus grandes distances. Dans le premier cas, en fait, ton trajet quotidien, généralement, il n'est pas trop long. Et en fait, la solution, c'est de recharger quand tu t'arrêtes. Ça représente d'ailleurs entre 90 et 95% des recharges. L'idée, c'est que tu arrives chez toi, tu te branches à ta prise et la puissance délivrée tourne entre 2 et 11 kilowatts. Et donc, tu te branches toute la nuit et le lendemain, ta voiture est pleine pour une petite dizaine d'euros, puisque on tourne à 15 centimes du kilowattheure. C'est un peu la sobriété énergétique de recharger la nuit, du coup. Aussi, un petit peu. Ça peut être c'est une solution. Et il y a une autre possibilité d'ailleurs, c'est de faire le plein sur des points de charge accélérés qui délivrent du coup pour le coup entre 11 et 22 kilowatts. Donc par exemple, c'est quand tu vas faire tes courses ou quand tu vas au cinéma, tu peux te brancher sur les parkings. Et là, pour te donner un ordre d'idée, tu fais donc avec un point de 22 kilowatts, tu fais le plein d'une Zoé tu fais 50% du plein d'une Zoé en 1 heure, donc un plein complet en 2 heures. Pour prendre un exemple concret des points de charge disponibles, donc on va partir sur Cannes, donc, puisqu'on est dans le local. On compte 23 bornes à Cannes
soit 46 points de charge. Donc un point de charge, c'est une prise, hein, très concrètement. Et sur toute la communauté d'agglomération, il y a 65 bornes qui seront disponibles d'ici à la fin de l'année, puisque 7 nouvelles vont être installées. Et puis là encore, on voit que la demande est croissante, puisque le nombre d'abonnés au système de Cannes est en hausse de 74% par rapport à 2021. Et même le nombre de charges a augmenté de 160%, ce qui est assez considérable. Et le réseau, d'ailleurs, est loin d'être surchargé. On peut se demander si ça suffit, mais en fait, c'est loin d'être surchargé, puisque les points de charge sont disponibles en moyenne 93% du temps. Donc ça c'est pour les trajets courts, mais comment ça se passe quand on veut faire des trajets plus longs? D'ailleurs, si vous avez des questions pour Bastien, hein, posez-les dans le chat, on y répond juste après. Alors pour les trajets plus longs, et bien justement, c'est un des principaux enjeux aujourd'hui. Pour répondre à cette question, je me suis tourné essentiellement du côté des autoroutes, parce que quand on fait des longs trajets de plus de 300 km, ce qui est la distance d'autonomie d'une voiture aujourd'hui, c'est les autoroutes qu'on utilise en général. Donc si tout se passe bien, d'ici à la fin de l'année 2023, 100% des aires d'autoroute du réseau autoroutier dit concédé, donc on peut voir ici, c'est donc les autoroutes qui appartiennent à des sociétés privées. 100% des aires seront équipées en stations de recharge très haute puissance. Donc pour être tout à fait précis, le déploiement s'est terminé sur le réseau APRR Area, donc qui est en rouge sur ma petite carte. Il le sera à la fin du semestre sur le réseau SANEF qui est en jaune, et il le sera à la fin de l'année sur le réseau Vinci, donc qui est la partie rose et qui couvre notamment la région PACA. Et donc en gros, ça va faire un point de charge tous les 30 à 60 km sur autoroute. J'ai pu échanger autour de ça avec Bruno Bouvard, qui est responsable des installations commerciales du groupe APRR Area. Et il m'a expliqué que chaque aire de son réseau est équipée dès à présent d'au moins 5 points de charge. Donc c'est-à-dire que très concrètement, 5 voitures peuvent se brancher. Et plus généralement, il y en a 8, et ça peut même monter jusqu'à 16 ou 17 pour les stations les plus importantes. Et dans les toutes prochaines années, on devrait même pouvoir monter à 32. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur autoroute, c'est des points de charge très haute puissance. Donc la puissance délivrée va être entre 150 et 350 kW. Donc rappelez-vous tout à l'heure, je vous disais qu'à la maison on était entre 2 et 11, donc c'est vraiment beaucoup plus. Et très concrètement, l'objectif c'est de pouvoir faire le plein d'une batterie en 20 à 30 minutes, ce qui est, selon Bruno Bouvard, donc avec qui j'ai parlé, la durée moyenne d'une pause sur une aire d'autoroute. Mais bon, la petite nuance, c'est que en ce moment, c'est les voitures qui sont pas toujours prêtes à recevoir de telles puissances. Pour prendre un exemple, la Peugeot i208, qui est la voiture électrique qui était la plus vendue en 2022, elle peut recevoir qu'une puissance de 100 kW pendant quelques minutes. Donc ça va mettre forcément plus de temps à se recharger. Et est-ce qu'on a encore quelques interrogations sur le sujet ? Alors, il y a tout de même plusieurs points quand même à se méfier. Le premier, ça concerne les connecteurs. C'est donc la prise qu'on vient brancher directement sur la voiture. Il y en a 3 types, pour faire simple. Alors je vais les nommer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est les T2, les CCS qui sont les plus représentés, et les CHAdeMO. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les aires d'autoroute vont proposer au moins un point de charge avec ces 3 équipements. Mais celui qui va être présent sur absolument toutes les bornes, ça sera le CCS. Les autres, il faudra bien choisir votre connecteur. Et puis s'il n'est pas disponible, forcément il faudra patienter un peu. Et un autre point à se méfier, c'est si vous êtes dans la catégorie VLR pour véhicules longs roulants. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement si vous tirez une remorque ou une caravane, toutes les stations ne permettent pas les recharges. Donc faites attention à ne pas barrer la route aux autres usagers, ça pourrait être embêtant. Alors on va faire une petite pause dans ta chronique, on va juste répondre à quelques questions parce que je vois qu'on a plein de questions. On a d'abord une question de Flamand Chaud qui nous dit il y a l'UE qui veut qu'on soit tous électriques, est-ce que c'est si bien que ça ? Je peux faire une remarque quand même, bien sûr. Concernant le coût électrique. Vous dites qu'il y a un coût de 15 euros, de 15 centimes le kilowattheure. Ça, c'est vrai pour votre prise bien standard, sûr. 16 ampères. J'allais y venir après sur les autoroutes, c'est un peu plus cher. Si vous voulez vraiment recharger en moins d'une heure, vous allez passer par des chargeurs qui font au moins 100 kVA. Et très rapide, c'est plus que ça, comme vous l'avez dit. Et dans ce cas-là, les prix montent en flèche. C'est-à-dire qu'on avait calculé que si on va avoir l'équivalent d'un transport en voiture thermique, pour traverser la France, par exemple, ça vous coûtera pratiquement le plein de votre bagnole thermique. En fait, c'est exactement ça. Sur autoroute, donc comme je disais, on est à 15 centimes du kilowattheure
à la maison, et sur autoroute, on est plus entre 50 et 70 centimes. Oui, j'avais même vu des prix qui dépassaient l'euro. Ah ouais, tant que ça? Ben oui, pour des chargeurs de Tesla, enfin vraiment qui peuvent, Qui booste à mort? qui sont très rapides, quoi. Parce que c'est toujours pareil. Si vous vous arrêtez tous les 200 km et que vous êtes obligé d'attendre une demi-heure ou une heure, c'est pas raisonnable. Je veux dire, c'est pas comparable au parc actuel de véhicules. Bah, après, il est recommandé sur autoroute quand même de s'arrêter toutes les 2 heures, hein, Oui, mais pas une heure. bah, non, oui, mais c'est sûr que c'est encore en développement, mais les bornes ont le mérite d'exister. Après, c'est sûr que je disais, entre 50 et 70 euros 50 et 70 centimes du kilowattheure, ça fait un plein en gros 30-40 euros, ce qui est parfois plus cher que des voitures thermiques. Ça dépend du prix ouais, bien sûr. C'est au moins équivalent, parfois plus cher, mais là où ça se justifierait, donc selon Bruno Bouvard avec qui j'ai parlé, c'est que les coûts d'investissement de la recherche très haute puissance sont élevés et ça nécessite des technologies de pointe, etc. Et le marché est en train de naître et il n'y a encore pas de rentabilité à court terme. Donc le temps de faire la balance, après, ça devrait pouvoir baisser un petit peu. Après, j'ai une autre remarque qui concerne le réseau. Parce que là, vous dites que pour le réseau, actuellement, avec le parc qu'il y a, évidemment, il absorbe à peu près les recharges de la nuit, etc. Avec des chargeurs classiques, donc oui, tout à fait. 10 kVA maximum. Mais si vous basculez le parc automobile actuel en électrique, avec des chargeurs rapides, c'est-à-dire pour avoir à peu près l'équivalent d'une bagnole actuelle, il vous faut une centrale électrique tous les 500 km. Quoi. Ah bah c'est sûr. Alors, ça n'a rien à voir. c'est sûr Donc que actuellement, on n'est pas du tout en capacité de recharger ce qu'on nous promet, je dirais, comme parc électrique actuellement. Hein. ah bah, Il faut bien voir ça. actuellement, ça suffit pour ce qu'il y a en circulation maintenant, mais c'est sûr que si jamais on changeait tout le parc thermique à l'heure d'aujourd'hui, Et oui, mais c'est aujourd'hui, bien ce c'est que pas veut le gouvernement, puisque actuellement, on va dire qu'on va arrêter toutes les voitures thermiques. Tous les sous-traitants sont en train d'ailleurs de soit fermer la porte, soit se reconvertir. Donc c'est sûr qu'à terme, on n'aura plus de voitures thermiques. ah bah, c'est l'objectif. Merci pour ce petit débat. On va enchaîner sur la question suivante. On va enchaîner sur la question suivante. Il y a Ezaenos qui nous demande plus les recharges seront rapides, plus les batteries s'useront rapidement. Non. C'est la même chose que pour nos smartphones. Alors, peut-être, c'est une donnée que j'ai pas. Je me suis pas penché précisément sur les capacités des batteries. Il faut dire que c'est un autre type de batterie que les batteries des smartphones, mais après, il n'y a pas de raison que les batteries ne s'usent pas. Donc, j'ai pas les données précises pour le coup sur cette question très pointue, mais c'est un sujet à creuser peut-être dans une prochaine émission. On va prendre une dernière question sur le sujet, après on va finir ta chronique. Doginaldo qui nous dit: il y a la problématique du feu de voiture électrique qui est beaucoup plus compliqué à éteindre, les pompiers ne sont pas contents. Exact. Non seulement ils ne sont pas contents, mais souvent ils n'éteignent pas. Ils Dans laissent brûler. Dans les parkings souterrains notamment, ça pose problème aussi. Parce que ce sont des batteries au lithium, donc généralement, comme les smartphones. Bien sûr. Et, enfin pour l'instant. Hein. Et cette technologie-là est très embêtante au niveau incendie, effectivement, parce que ce sont des feux qui n'ont pas besoin d'oxygène, donc c'est très compliqué à éteindre. Quoi. Ok. On va continuer ta chronique. Bon, du coup, on a déjà un peu parlé du prix sur l'autoroute. Mais à l'avenir, est-ce que le déploiement actuel va suffire? Alors, justement, l'AVER a fait une estimation pour 2030 et à ce moment-là, il faudrait que la France dispose d'une flotte d'environ 330 000 à 480 000 points de charge ouverts au public, donc en 2030, contre les 80 000 d'aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'il faudrait au moins multiplier le déploiement actuel par 4, ce qui pourrait effectivement poser des problèmes d'alimentation dans le futur. Ok, et ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta chronique, Bastien. Merci, tu restes avec nous parce que là, c'est l'heure bientôt de la chronique de notre invité, du coup Raymond Greenezer. Voilà, donc on va changer totalement de sujet. Hein. On va passer au niveau des avions un petit peu. On va s'envoler toujours plus loin, toujours plus haut vers le ciel. J'ai perdu mon oreillette. Hop. Donc voilà, Raymond, je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Mais pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, je rappelle que vous êtes président de l'ADNA. C'est l'association de défense contre les nuisances aériennes de l'aéroport de Cannes-Mandelieu. On va dire ADNA, hein,
pense que c'est peut-être plus simple. Ça va toujours, l'émission vous plaît? Oui, c'est très bien. C'est très intéressant. En fait. Ok. Donc du coup, ensemble, on va évoquer la question de l'aérien. On a eu beaucoup de polémiques, notamment ces derniers mois, sur les jets privés. Je sais que vous avez votre mot à dire sur le sujet. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le but de votre association et les actions que vous menez? Alors, la DNA, c'est une association qui existe depuis près de 20 ans. Hein, et en fait, qui s'est constituée. Enfin, moi, j'ai rejoint la DNA il y a 5 ans, il y a 4 ans même. Et donc, elle s'est constituée pour des questions de nuisances sonores avant tout. C'est-à-dire, comme vous le savez, on a vu passer donc l'image de l'aéroport. C'est un aéroport qui est en pleine zone urbanisée, avec une des densités les plus importantes de la côte. C'est un aéroport qui a commencé juste après la guerre, dans les années, je crois que c'était inauguré en 1949 ou par là, où c'était un petit aéroclub, il n'y avait personne autour, ça ne posait pas de problème, jusque dans les années 60-70. Mais quand ça a commencé à prendre de l'ampleur avec des jets de plus en plus gros, là, ça commençait vraiment à embêter. Et il y a une d'autant vraie plus explosion dans les années 70-80, c'est ça du coup? Oui, mais c'est surtout parce que la DGAC a mis au point donc une trajectoire qui passe essentiellement sur la terre. Si on compare avec l'aéroport de Nice, toutes les arrivées et les départs se font sur la mer. Alors il y a de la pollution, tout ce que vous voulez, mais il y a moins de nuisances. Alors, si je compare les plaintes, par exemple, l'aéroport de Nice, il y a une centaine de plaintes par an. L'aéroport de Cannes, c'est 50 000 plaintes par an. Des plaintes de riverains? De plaintes de riverains, enfin, si on peut appeler ça un riverain. Moi, j'habite Montsartou. Je suis à 10 km de l'aéroport. Hein, on n'est pas à côté. Quoi. Mais n'empêche que la trajectoire est telle, ce qu'on appelle le trombone, hein, que les avions qui sont en approche, qui vont atterrir donc du côté nord, hein, pour ce qu'on appelle le seuil 17 de la piste, ils vont survoler donc Cannes, donc la Boca, Cannes, Mougins, le Canet, bien sûr. Après, ils vont passer à Montsartou. Après, ils passent à Pégomas, etc. La Roquette, et enfin, ils atterrissent. Donc, il y a en général 7 communes qui sont impactées par le bruit de ces avions qui arrivent à moins de 2000 pieds. Hein. Pourtant, donc, c'est un petit aéroport. C'est un petit aéroport, oui, mais il y a quand même l'été 70 vols par jour qui sont concentrés entre 11h et 3h l'après-midi. Donc ça veut dire qu'en plein été, quand vous êtes dehors, chez vous ou sur votre balcon, à siroter un pastis ou à manger avec des amis, et vous avez des avions qui vous passent au-dessus en permanence toutes les 3 minutes. Quoi. C'est tout. C'est pour ça donc, que la DNA s'est constituée. C'est pour lutter contre ces nuisances et pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait réduire, comment on pouvait introduire des créneaux horaires de tranquillité pour les 50 000 personnes qui sont impactées. Alors, on reprend votre interview juste après, parce qu'on me dit que Lucas, notre fan de vélo, notre cycliste fou, est sur les routes et a quelque chose à nous dire. Donc, on va aller l'écouter. Oh, il a sorti son petit gilet. Lucas, tu m'entends? Allô, Lucas? Ah, ça y est. Oui, Lucas, nous sommes là, nous sommes en direct. Alors oui, j'avais pas le son du présentateur, mais voilà. On a un peu avancé sur cette piste cyclable, et vous voyez, on arrive sur une zone vraiment de travaux. On a des barrières provisoires, et on a surtout la fin du début de la piste cyclable. Valentine va me suivre. Regardez, c'est écrit fin d'itinéraire provisoire. Mais alors, quand on voit l'état du panneau, toute la saleté qu'il y a dessus, on peut se dire qu'il n'y a plus grand-chose de provisoire ici. Et vous voyez, là, la piste s'en va sur la route. C'est un grand manque de sécurité. Eh ben, merci Lucas pour ce petit point rapide. On te retrouve encore une fois tout à l'heure. Hein, tu es un peu notre fil rouge de cette émission. On continue Avec plaisir. l'interview. Donc sur la question des jets privés, à l'ADNA, vous avez publié justement une étude récemment, en octobre dernier, sur les vols entre les aéroports de Nice et de Cannes, du coup. C'est-à-dire c'est un voyage c'est un voyage de 26 km à vol d'oiseau et de 35 km par la route. Vous appelez ça des vols taxis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors je voulais déjà dire que l'aéroport de Cannes-Mandelieu, c'est une verrue, je dirais, environnementale qui est à 25 km de Nice.
Nice, qui est un grand aéroport international, qui a vraiment des retombées économiques importantes. Moi, j'étais chef d'entreprise pendant pas mal de temps, et je suis toujours parti de Nice pour travailler dans le monde entier, quoi, et non pas de Cannes. Donc Cannes, c'est un aéroport de tourisme de luxe, en fait. On appelle ça aéroport d'affaires, mais s'il pleut ou s'il y a un peu trop de nuages, il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de jet, comme par hasard. Et il y a surtout des affaires qui se créent, donc, quand il y a le Grand Prix de Monaco, quand il y a des week-ends prolongés, etc., quoi. Donc tout ça, c'est de la rigolade. En fait, c'est du tourisme de luxe pour personnes richissimes qui peuvent se payer un jet. Voilà, donc la parenthèse étant fermée, on parlait des jets. Ouais. Donc les jets... Les vols taxi, là, j'ai vu sur votre site notamment que vous aviez repéré des vols qui faisaient... Alors ça, c'est le plus gros scandale. Voilà, qui traversaient la vont... Méditerranée, qui faisaient 1 heure de vol pour faire Nice-Cannes. Ce sont des vols qui partent de Nice, qui vont à Cannes, ou inversement, qui vont de Cannes pour aller à Nice, simplement pour des raisons de taxes, de taxi, qui est peut-être moins cher à Cannes. Donc ils vont se garer, puis ils repartent après, ou le lendemain. Ou alors, ce sont vraiment du taxi, c'est-à-dire que un jet qui est basé à Nice va à Cannes, prend un client et s'en va. Parce que ça aurait été incroyable d'avoir quelqu'un qui fait le trajet de 25 km pour prendre son avion. Non, il faut qu'il soit l'avion qui vienne à lui. Ce sont des vols courts. Et ces vols courts, donc, ils peuvent faire jusqu'à 400 km. Parce qu'évidemment, il faut... À Cannes, on arrive à 2000 pieds à peu près. 2000 pieds, donc un pied, c'est 30 cm en gros. Alors, je crois qu'il y a Ezaenos dans le chat qui est d'accord avec vous, qui dit « Quel intérêt d'avoir un aéroport à Cannes? Vraie question, on peut aller à Nice en avion, puis aller à Cannes en train. » On peut y aller en bateau, en voiture, en train, en tout ce que vous voulez, bien sûr. C'est une évidence. Mais ce n'est pas une évidence pour nos administratifs, je dirais, qui gèrent tout ça. Alors évidemment, il y a une image de marque. Quand on parle à David Lisnard, par exemple, qui est le président de la CACPL, donc la communauté d'agglomération, eh ben, il est un peu assis entre deux chaises. Parce que d'un côté, il a cette image de marque d'un aéroport qui est le deuxième donc, en France, classé d'affaires, je dirais, après le Bourget. Donc il est tiraillé entre ces gens-là qui font un lobbying pas possible, aéronautique, et par la population qui en a ras-le-bol d'être sacrifiée, je dirais, pour ces gens-là. Dans le chat, là, il y a des gens qui sous-entendent que, en gros, l'aéroport de Cannes, il est utile notamment pendant le festival de Cannes. Il est utile, il y a beaucoup de gens qui viennent à Nice. Il y a Doginaldo qui nous dit « Demande à Brad Pitt de prendre le train ». Brad Pitt, il peut très bien aller. Brad Pitt, c'est un bon exemple. Au dernier festival, il est venu à Nice, je crois, en jet privé. Et puis, il a pris un hélicoptère pour aller de Nice à Cannes. Donc, il est venu en hélicoptère privé. Donc, c'est encore pire. Au niveau bruit, au niveau pollution, c'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment le contre-exemple. C'est un mauvais exemple. Bien sûr qu'il peut arriver à Nice. Il peut venir en voiture, en taxi, en ce qu'il veut, électrique, par exemple, jusqu'à Cannes. Et il peut polluer un petit peu moins qu'avec un jet privé. Il faut savoir qu'un jet, c'est un appareil qui est fait pour voler à 15-20 000 pieds, quoi. Des altitudes stratosphériques où les moteurs sont optimisés pour ça. Là, quand on arrive à Cannes, donc il va faire, j'ai plus en tête le kilométrage, je crois que c'est 15 km de boucle pour atterrir sur les terres à moins de 2000 pieds. C'est-à-dire que les moteurs marchent très très mal au niveau des rendements, au niveau du brûlage des carburants, et ça implique une pollution donc, de dépôt qui est énorme. Là, je ne parle pas de pollution qu'on respire, mais tout ce qui va se déposer jour après jour. Et à la DNA, on a un tas de plaintes à ce niveau-là. On a des gens qui disent « Mais comment ça se fait? J'ai toujours des dépôts gras sur mes terrasses noires. » On a réussi à montrer qu'il y a une corrélation entre le nombre de survols journaliers, qui peut monter jusqu'à 70-80 par jour, quand même, et ces fameux dépôts, et la pollution qui est entraînée par ces... Oui, donc il y a un vrai impact sur l'environnement. Oui, complètement. Ok. Sur son autre sujet, mais toujours sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu, l'aéroport, du coup, on a parlé un petit peu, l'aéroport se déclare comme étant le deuxième aéroport d'affaires en France. Pourtant, dans l'une de vos publications, vous avancez le fait que ce sont en réalité beaucoup de vols de tourisme ou de confort.
Comment vous le Bien prouvez, sûr. ça, voilà, enfin, Mais quand on parle du deuxième aéroport, on parle en termes de mouvement. Mm. Alors bien sûr, si vous prenez toute la... Parce qu'en fait, il n'y a pas que les jets. Hein. Les jets, c'est la partie la plus polluante, je dirais, de ce qu'on appelle la VP17, donc la partie en trombone qui arrive vers le nord. Là. Mais il y a également toute la petite aviation, qui est en fait bien plus importante. Et puis il y a tous les hélicoptères, qui représentent un trafic encore plus important. Donc toute cette petite aviation, alors les Canois et les Beaucasiens, entre autres, le connaissent bien, parce qu'ils sont constamment embêtés, eux, par des petits avions et par les écoles de pilotage locales. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense que voilà, si peut-être un petit avis sur l'avenir du secteur de l'aviation, peut-être. Quelles sont les actions concrètes? Alors pour des aéroports comme Cannes, parce qu'évidemment c'est très difficile de fermer un aéroport comme ça. Ça existe. Hein. En Allemagne, ils ont fermé un petit aéroport comme ça près de Berlin, qui était catastrophique aussi. Il y en a d'autres qui se sont fermés. Qu'ils ont transformé en parc, je crois, hein, c'est ça? Ouais, aux USA aussi. Mais ça demande 20 ans pour fermer ça. Alors, immédiatement, comment on peut baisser les nuisances pour les riverains? Il y a déjà, au niveau des écoles de pilotage, le développement des avions électriques qui existent et qui peuvent très bien remplacer un petit avion pour l'apprentissage. Alors, évidemment, l'autonomie, c'est 20 minutes, quoi, hein. On ne peut pas faire un trajet important avec. Il y a aussi des simulateurs de vol qui existent. Et puis, enfin, il y a des possibilités ailleurs. Rien n'empêche les écoles de pilotage de faire leur tour de piste dans des zones qui sont quasiment désertiques, dans le Var, par exemple. Oui, il y a mieux qu'au-dessus des villages, oui. Ben, bien sûr. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Merci Bastien pour ta chronique, encore une fois. On va accueillir Kylian sur le plateau. Juste, je vous informe, il est 18h27. Donc, est-ce que vous voulez encore rester avec nous pour le temps d'une chronique? Allez, un petit quart d'heure. Allez, un petit quart d'heure, c'est parti. Génial. Donc du coup, Kylian, nous on revient sur Terre à présent, et même sur les rails, puisqu'on va parler train. En effet, difficile de parler des mobilités et de l'écologie sans évoquer ce moyen de transport dont on parle souvent comme étant le plus vert. Kylian, tu t'es penché sur la question de leur impact environnemental en France. Oui, Victor, bonjour à tous. Effectivement, on entend dire souvent que le train, c'est le moyen de transport le plus écolo, qu'il faut le prendre et éviter de recourir à l'avion ou à la voiture. Alors, j'ai voulu vérifier que c'était effectivement ce moyen de transport qui était le plus vert. Alors, forcément, sans surprise, c'est bien le cas, c'est bien le train qui pollue le moins. C'est le cas pour des petits trajets, mais aussi sur de très longues distances. Alors, pour s'en rendre compte, il faut par exemple lire le baromètre de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un organisme public qui soutient l'innovation et la recherche dans la transition écologique. Alors ce baromètre, il publie plusieurs comparatifs. Premièrement, pour un trajet quotidien de 5 km. Sur cette distance, une personne génère en moyenne chaque année 4,40 kg de CO2 en TGV. C'est 5,84 kg en tramway et 6 kg en métro. En voiture, c'est une émission qui est 80 fois plus importante qu'en train, avec 353 kg de CO2, toujours sur 5 km. Donc ça, c'est pour les trajets courts. On a également les trajets longs, en l'occurrence 500 km, qui engendrent par personne 1,2 kg de CO2 en TGV, ce qui est extrêmement peu. C'est 97 kg en voiture et plus de 200 kg en avion. Donc c'est évidemment énorme. Le problème, c'est que même en ayant conscience de ces chiffres qui sont accablants, en l'occurrence pour l'avion et pour la voiture, parfois il n'y a pas d'alternative efficace pour les gens en train, parce qu'ils sont loin des infrastructures ferroviaires ou alors parce qu'ils sont à la campagne. Donc ils n'ont pas la possibilité de recourir au train pour se déplacer, pour aller au travail par exemple. Donc ils sont obligés d'y aller en voiture, mais là c'est une autre question. Donc en tout, le trafic ferroviaire représente en France 2% des émissions globales pour le secteur des transports. Donc en plus de connaître la pollution, on l'a vu, que génère un train, je me suis aussi demandé comment était alimenté un train aujourd'hui en France. Donc tout à l'heure, tu as un peu spoilé la réponse. Merde. Ah oui, quel dommage. Désolé. Donc du coup, la plupart des trains, 60% précisément, sont alimentés grâce à l'électricité, ça on s'en doute. L'électricité qui est très peu polluante. Concrètement, ça signifie qu'à peu près tous nos TGV aujourd'hui sont alimentés par électricité. Mais par contre, c'est très loin d'être le cas de tous les TER. La moitié d'entre eux sont alimentés par du diesel.
Alors c'est le cas lorsqu'on s'éloigne des grands axes ou alors tout simplement quand il n'y a pas de poteau électrique sur le trajet que l'on emprunte de manière très pragmatique. Alors prenons un exemple pour bien se rendre compte de ce que ça représente. Sur le trajet Paris-Mulhouse, il y a de l'électricité au départ et il y en a à l'arrivée, mais entre les deux, 330 km, c'est uniquement au diesel. Alors pourquoi il est encore utilisé aujourd'hui? On peut se le demander. Bah déjà, c'est à cause du temps que ça nécessite pour électrifier une voie et du coût d'installation aussi des infrastructures. Ça peut coûter jusqu'à 2 millions d'euros le kilomètre carré pour l'équiper en voie électrique. La Cour des comptes s'est aussi penchée sur cette question des lignes sans alimentation électrique. Et selon elle, si un TER se déplace sur une ligne 100% diesel et qui ne transporte que 10 personnes, alors ça peut paraître peu, mais parfois en fonction des heures ou en fonction des portions, ça peut être assez fréquent, eh bien la pollution par passager serait 5 fois plus élevée qu'en voiture. Donc c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut se passer du train? Bah, pas du tout, bien au contraire. Même si ces lignes diesel sont le gros point faible du bilan carbone de la SNCF, eh ben, elles restent minoritaires et à une échelle beaucoup plus globale, les autres moyens de transport motorisés sont tous plus polluants, on l'a vu. Alors pourquoi est-ce qu'on garde ces lignes diesel si elles sont trop polluantes? Alors c'est une bonne question et on peut donner deux réponses principales. Premièrement, à partir des années 80, la SNCF a décidé de mettre de côté l'électrification du réseau secondaire, ce qui correspond en fait au TER, puisqu'ils n'étaient pas assez rentables. Elle a préféré se concentrer sur le déploiement du TGV. Sauf qu'aujourd'hui, bien évidemment, le TGV est largement implanté dans nos villes. Donc, la SNCF peut allouer des moyens pour électrifier les voies. Donc, ils ont repris depuis une dizaine d'années. Mais forcément, depuis 10 ans, il y a eu du retard qui ne peut pas encore être complètement comblé. Et la deuxième raison, c'est que sur de nombreuses lignes, les installations électriques, elles sont vétustes et elles doivent être remplacées ou en tout cas rénovées. Et là, ça pompe le budget de la SNCF qui ne peut pas employer cet argent dans l'électrification de nouvelles lignes. Eh bien, merci Kylian. Jeanne, bienvenue, parlera plus tard d'une autre énergie. Mais juste avant ça, est-ce qu'au-delà de l'électricité, la SNCF envisage d'autres projets pour rendre les trains encore plus verts? Alors oui, donc on l'a vu déjà, le train, c'est le premier de la classe en matière d'écologie, mais il y a encore de nombreuses pistes d'innovation pour réduire encore plus les émissions de CO2. Depuis 2021, il y a certains TER qui roulent au colza, à l'huile de colza, qui est moins polluante. C'est étonnant ça. C'est très étonnant, oui. Ouais. Qui est moins polluante que le diesel. Autre piste qui est très sérieusement envisagée et que Jeanne évoquera tout à l'heure, c'est des trains à hydrogène qui devraient commencer à circuler à partir de 2025 pour les premiers. On en revient toujours au même problème. Ces trains, comme vous le voyez, sont 30% plus chers que les autres. Donc voilà, le problème de l'argent se pose encore. Pour l'instant, il y a 4 régions quand même qui se sont engagées à remplacer progressivement leur TER diesel par des TER à hydrogène. Mais ça, encore une fois, Jeanne vous en parlera tout à l'heure. Alors, merci pour ta chronique, Kylian. Merci à vous. Tu restes avec nous puisque Bien sûr. effectivement, on va avoir des questions. On a plein de questions dans le chat. Hein, là, je suis en train de le voir. Juste une petite question pour Raymond. Ce sera sûrement une des dernières questions que je vous pose. Quel est le meilleur choix de votre point de vue? Est-ce que c'est continuer à développer des lignes à grande vitesse pour décharger un peu les avions ou électrifier plutôt les petites lignes du quotidien? C'est un gros dilemme. Hein. Je crois que le mieux, c'est l'électrification. Évidemment, il y a une question de coût, là. Et je voulais revenir sur l'hydrogène, parce qu'évidemment, dans le futur, ça paraît mirifique, quoi. Actuellement, l'hydrogène à moindre coût, il est obtenu par craquage de produits pétroliers. Donc quand vous mettez quelque chose à hydrogène actuellement, vous utilisez du pétrole, en fait, indirectement. Donc finalement, Donc c'est encore pire, parce qu'il y a les rendements, l'aspect écologique n'est pas évidemment. du tout respecté finalement. Alors peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais pas si on arrivera à craquer de la flotte, par exemple, pour avoir l'hydrogène, avec un rendement excellent. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Ouais, Donc l'hydrogène, ce n'est pas une solution actuellement. Mais alors, pas du tout. C'est souvent le problème avec Pour la pollution. les moyens de transport qui paraissent plus verts, finalement, pour les produire, Alors, ça nécessite de l'énergie. On est en train de spoiler la chronique de Jeanne là. Hein. C'est intéressant quand on l'utilise, parce qu'en fait, quand on utilise l'hydrogène, on ne crée pas de pollution. Bien sûr. Mais pour créer l'hydrogène lui-même, là, par contre... C'est l'émission du spoil, un peu. On va prendre quelques questions dans le chat, et après je vous libère. Du coup, il y a... Qu'est-ce qu'on a comme question? Il y a Ezainos qui souligne que peut-être que l'État ne subventionne pas assez la SNCF pour investir dans l'électrification des lignes. C'est peut-être un problème, mais l'électrification, je le répète, elle a repris.
certes, elle a du retard, et c'est du retard qu'il ne faut pas combler, mais bien sûr, évidemment, en donnant plus d'argent, ça ira forcément plus vite. Ça, c'est mathématique. Il y a Doginaldo qui dit que ça va pas s'arranger avec l'ouverture à la concurrence. Ah, là, ça dépasse mon domaine de compétence. Mais en étant spécialiste des transports, tu dois avoir la réponse. Ah. C'est un grand débat, un grand débat. Donc du coup, juste, on revient en 2 secondes sur les avions, puisque je vais vous libérer après. Il y avait 2 questions en chat. Est-ce que vous pensez que l'avion va devenir plus cher? Flamand Chaud a entendu que les gaz seront plus écolos, donc que les prix vont augmenter. Les gaz seront plus écolos. Le carburant. Le carburant. C'est vrai que ces dernières années, on a vécu une flambée de l'aviation avec des avions de plus en plus gros, à 380. On en revient complètement actuellement, c'est vrai. Et heureusement, donc il y a cet aspect environnemental qui s'est mis un peu de la partie. Et effectivement, il va falloir maintenant redescendre un peu tout ça et avoir des transports qui soient adaptés aux besoins, quoi. Donc, je pense qu'on va pas continuer à aller vers une société du transport, des vacances à perpète de l'autre côté du monde, systématiquement en avion, ainsi de suite. Non, on va rester peut-être plus local. Alors l'aviation, bien sûr, doit se développer, mais doit se développer dans un sens plus écologique. C'est-à-dire à avoir, peut-être dans le domaine électrique, pour l'instant on en est très très loin, hein. Mais dès que le problème de la capacité, je dirais, de stockage d'électricité, pour l'instant c'est une catastrophe, s'améliorera, là on peut peut-être arriver vers des éléments d'avions qui seraient plus vivables, je dirais. Mais actuellement, disons que pour la toute petite aviation, il y a quand même l'espoir avec l'avion électrique. L'avion à hydrogène, bien sûr, dans un temps peut-être plus long, hein. Mais c'est tout. Je pense que les gros porteurs, on a vécu ça et ça va se réduire considérablement. Dernière question d'Arsène86. Est-ce que vous pensez que le kérosène sera un jour taxé sur les vols intérieurs en France? Ça fait 50 ans que beaucoup de gens le demandent, dont nous aussi. Il y a un tel lobby aéronautique actuellement que ça passera jamais. Ouais. C'est mort. Donc je n'y crois pas. Ok. Eh ben merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous en tout cas, bravo un pour grand merci, c'était vraiment super intéressant de vous avoir. On a appris plein de choses, je crois. Complètement. On a appris plein de choses. C'est passionnant. Et puis voilà, peut-être une prochaine fois sur le plaisir. plateau de Voting. Je vous libère. On va répondre peut-être. Je suis plutôt chaud d'être dans l'autre sens. Il y en a encore sur la chronique de Kylian, peut-être. Je suis là. Non, il n'y a plus de questions. Eh ben, Il n'y c'est a bien plus de dommage. questions pour la chronique de Kylian. On va retrouver Lucas encore une fois. Lucas, notre cycliste préféré qui est toujours là. Comment ça va, Lucas? Qu'est-ce que tu as à nous dire maintenant? Eh ben écoute, ça va super, même si j'ai la voix du réalisateur dans la tête et je t'entends pas parfaitement. Mais en tout cas, ce que moi je sais et ce que je peux te dire, c'est que tu vois, du moment où tu as montré les travaux jusqu'au plot luminé là-bas, eh bien, on a dû rouler sur la route ouverte avec eh bien, ces voitures toujours plus nombreuses. Ensuite, on a regagné une piste cyclable très fine, mais au moins protégée. Et là, tu vois, depuis une 60aine de mètres, on est vraiment sur ce type de protection. Alors, on va laisser passer les passants, c'est leur rôle. Voilà, on a vraiment cette ligne de démarcation qui nous protège des voitures et c'est tout. Vous voyez, ça arrive vraiment à fond. Et tout là-bas, voilà, Valentine a très bien compris ce que je voulais montrer. Tout là-bas, on a un espèce de grand poteau qui fait qu'on est obligé de retourner sur la route. Bon, là, c'était pour la partie vraiment piste cyclable. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on roule sur une piste cyclable, on n'est pas tout le temps protégé, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est essentiel d'avoir, bien sûr, le gilet phosphorescent, même si je passe pour un gnome, trouver un truc, quoi. Et surtout, le casque, bon, il est un peu trop petit ici, mais c'est parce que j'ai la grosse tête. Mais voilà, c'est essentiel d'être un minimum protégé avant de faire du vélo. Oui, du coup, Lucas, je te demandais, je te soulignais qu'il y avait du coup beaucoup moins d'aménagement sur cette partie-là que là où tu étais tout à l'heure. Pourtant, on n'est pas si loin que ça. Oui, c'est ce que j'avais dit finalement. Nos cerveaux sont liés, Victor. En effet, beaucoup moins d'aménagement.
on est vraiment sur la même asphalte que les voitures, alors qu'un peu plus tôt, on était protégé par tout simplement une petite série de plots. Peut-être qu'on peut vous montrer ça. On n'a peut-être pas le temps, je sais pas, on va me le dire de toute façon si c'est trop long. Vous voyez, On ne me dit rien pour l'instant. ouais. On me dit rien. J'ai le feu vert. Voilà. Au moins, ça nous fait un petit peu de balade. Vous avez la mer, là, le soleil s'est totalement couché. Pas de souci à se faire là-dessus. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on était protégé sur une bande. Je suis très mauvais mathématicien, mais ça, c'est même pas 1 mètre, ça. Donc voilà, on roulait là-dessus, protégé par ces petits plots en béton, qui fait que les voitures, voilà, il y avait quand même une petite sécurité. Et là, on est passé sur quelque chose de beaucoup moins sécuritaire. Bon, ça reste toujours mieux que tout à l'heure, où on roulait carrément sur la route. On passe du tout au tout. Exactement, on passe du tout au tout. C'est une ville pleine de surprises. Ok, super Lucas, merci beaucoup pour ce petit point. Tu vas continuer ta balade, même s'il commence à faire nuit noire. Je te laisse continuer à arpenter les pistes cyclables cannoises avec Valentine qui est toujours derrière la caméra, qui est avec toi. Peut-être qu'on la verra tout à l'heure, je ne sais pas. Peut-être que ce sera la petite surprise de la fin de l'émission. Allez chercher les vélos. On va se faire voler les vélos. Voilà, on va chercher les vélos. Oh là là. On a coupé au meilleur moment. Oh là là. C'est une belle image que vous nous offrez. Et voilà, donc la morale, attacher son vélo. Voilà. Allez Lucas, on te retrouve tout à l'heure. On va passer à la chronique suivante. Merci Kylian pour ta chronique. On accueille du coup Jeanne. On va du coup évoquer l'hydrogène comme on l'a dit juste avant. Donc tout à l'heure on a parlé des batteries électriques. C'est plus un secret pour personne. Mais est-ce vraiment la seule solution pour l'avenir, puisque ce nouveau carburant qui est l'hydrogène est arrivé sur le marché? Et oui, c'est un carburant. Jeanne, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui Victor, mais je crois qu'il y a un nouvel invité qui va nous rejoindre. Maxime Conchon qui nous rejoint en tant qu'invité. Maxime nous rejoint, effectivement. Maxime nous rejoint. Salut Maxime. Oui, effectivement. Surtout que Maxime a une sueur froide parce que c'était son vélo qui était en train de se faire voler. Non mais Lucas, il va pas l'abîmer ton vélo. Non, il en prend un grand soin. Voilà. Bon, Maxime, on va parler tout à l'heure. Oui, on parlera après. Ensuite, ouais. On laisse Jeanne faire sa chronique. Et un petit récapitulatif. Tu te souviens, Victor, quand c'est moi qui a présenté Greenwatching pour l'émission, c'était toi qui étais à ma place, ouais. C'est moi qui étais à la tienne. Je me suis fait un petit... Que de souvenirs, ouais. Que de souvenirs. C'était il y a 20 ans. Bon, c'était en octobre. Du coup, Jeanne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'hydrogène? Alors oui, on m'a un petit peu spoilé ma chronique tout à l'heure, mais on va un peu parler de l'hydrogène. Alors c'est un procédé qui a été inventé par William Grove en 1839. Le premier prototype de voiture à hydrogène est arrivé beaucoup plus tard, en 1994, avec Chrysler, qui est un constructeur automobile qui a tenté cette nouvelle expérience. Et ce n'est qu'en 2005 que Mercedes a sorti son premier véhicule à hydrogène de série. Alors on va revenir un peu pour voir qu'est-ce que c'est une voiture à hydrogène. Alors c'est une voiture électrique qui produit sa propre électricité. Elles sont par ailleurs classées en tant que véhicules électriques, mais elles utilisent un carburant, et vous l'aurez compris, ce carburant, c'est l'hydrogène. Alors, on va revenir un peu sur les cours de chimie de collège. Qu'est-ce que c'est l'hydrogène? C'est à la fois l'atome le plus petit et le plus abondant de l'univers. Il est présent dans l'eau, c'est le fameux H dans la formule H2O, mais il compose aussi 92% des atomes de l'univers et 163% des atomes de notre propre corps. Tu me rappelles de mauvais souvenirs de mes analyses, là. Oui, je suis désolée. Moi aussi, c'était un peu traumatisant. C'était bien la physique, la chimie. Alors là, je me suis un peu éloignée de nos véhicules. En fait, l'hydrogène va servir de combustible. En plus clair, en fait, il va brûler avec du dioxygène pour alimenter, nourrir une pile à combustible. Alors l'hydrogène est stocké sous haute pression dans les réservoirs du véhicule, alors que le dioxygène est directement prélevé de l'air ambiant. Et la réaction va fabriquer de l'énergie, c'est ce qui va faire avancer le véhicule, tout
tout en rejetant seulement des vapeurs d'eau. Du coup, est-ce que c'est un moyen de transport totalement propre? Ah bah justement, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas le cas. C'est un peu comme les voitures électriques où on ne consomme pas en roulant, mais la fabrication ici est extrêmement énergivore. C'est la source qu'il faut regarder et non la forme. Ça, c'est important de le comprendre, que ce soit pour les trottinettes électriques, pour les vélos électriques également. Alors, on va me dire, on peut retrouver de l'hydrogène partout à partir de gaz naturel, d'engrais ou encore d'eau, mais malheureusement, on continue à exploiter les énergies fossiles pour s'en procurer malgré la diversité des sources disponibles. Alors, il faut également prendre en compte sa compression. C'est une opération qui est très énergivore. Il faut en moyenne 2 kilowatts d'énergie pour fabriquer 1 kilowatt d'hydrogène. Alors, l'hydrogène, évidemment, bah là, elle provient des énergies fossiles, donc le carbone s'alourdit encore plus, sans compter évidemment la construction des réservoirs et aussi de la pile à combustible. Alors, il est nécessaire de fabriquer de l'hydrogène vert pour que ce type de transport soit complètement écologique. Le carburant doit être issu de sources propres, on en parlait tout à l'heure. Elle peut être extraite à partir d'énergies renouvelables, comme par exemple l'énergie solaire ou encore éolien. J'imagine que les transports à hydrogène ont quand même quelques avantages. Sinon, peut-être qu'on n'irait Oui, pas. oui, c'est vrai. Alors, rien que, par exemple, pour faire le plein, c'est pas la même chose que les voitures électriques. Les voitures électriques, c'est des charges. Avant, ça se comptait en heures. Bon, maintenant, avec les supercharges, on en parlait encore tout à l'heure, ça se compte en dizaines de minutes. Là, c'est comme si on faisait son plein de diesel à la station essence. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il est relativement difficile de trouver des stations essence qui proposent de l'hydrogène en C'est France. vrai que j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Forcément. J'en Non, ai pas vu non, beaucoup, c'est hein. très compliqué, surtout Ouais. qu'on ne peut pas le recharger chez soi comme une voiture électrique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les piles à combustible fonctionnent plus longtemps grâce à ce réservoir à hydrogène, parce que les modèles actuels peuvent embarquer environ 6 kilos de carburant, ce qui est énorme, et ce qui permet d'effectuer environ 650 km contre une moyenne de 300 km environ pour les voitures électriques qui sont occupées de batteries lithium-ion. Alors aussi un point très important pour les pays nordiques, on n'y pense pas toujours. Il y en a, ils se sont retrouvés dans les pays nordiques avec des Tesla qui avaient beaucoup moins d'autonomie parce que oui, le froid, ça a Oui, des ça impacte conséquences impacte sur la batterie, ouais. la batterie au lithium. Là, ce n'est pas qu'à de l'hydrogène. Donc c'est un point qui est quand même pas mal. Du coup, on est où actuellement comment dire, de, de la répartition en fait Du de marché. l'hydrogène sur le marché de l'énergie? Où est-ce qu'on en est sur l'hydrogène? Alors aujourd'hui, il y a seulement 2 modèles de voitures qui roulent à l'hydrogène. Il y a le Hyundai Nexo et le Toyota Mirai. Ce n'est pas un placement de produit, vous inquiétez pas. Alors, il faut compter environ 80 000 euros pour un modèle comme ça. Il faut savoir que l'année dernière, Honda a annoncé discrètement l'arrêt de sa Clarity Fuel Cell. C'était une berline à pile combustible lancée avec beaucoup d'espoir en 2018, mais le constructeur japonais a vu que malheureusement ce modèle-là n'a pas marché, car seulement 1900 exemplaires se sont vendus dans le monde malgré les avantages écologiques de cette technologie. Alors, comme Honda, c'est pas le seul constructeur, il y a aussi Volkswagen ou encore Mercedes qui ont décidé de ne plus investir dans l'hydrogène, qui paraissait pourtant il y a encore quelques mois comme la solution pour atteindre la neutralité carbone demandée par l'Union européenne. Alors, on peut voir, ici à Cannes, c'est pas trop le cas, parce que Cannes a décidé d'investir dans des bus électriques, mais dans d'autres villes, il y a des bus à hydrogène. Encore, il n'y a pas si longtemps que ça, un avion a décollé grâce à la technologie hydrogène. Pas totalement, parce que c'était un bimoteur. Il y avait un autre moteur qui complétait. Ouais. Alors, en ce qui concerne les véhicules utilitaires, ça commence à être un oui, mais en ce qui est des véhicules pour les particuliers, c'est plus un non, malgré les aides de l'État qui sont données pour justement promouvoir ce type d'énergie qui disent propre, mais on l'a vu. C'est à vous de C'est décider oui, comment ouais, vous ouais. voulez vous Comment on positionner. voit la situation? Ouais. Voilà. Mais pour finir, je veux quand même que vous reteniez quelque chose, c'est l'arrivée de la BMW iX5 hydrogène, l'Opium Machina et le NAM X HUV, des noms très On compliqués. va bien retenir Et ça. voilà. Et en fait, Je pense que les gens, ça y est, là, Oui, ils l'ont ce intégré sont- là. En fait, ce sont 3 modèles qui vont arriver sur le marché pour 2025.
Ok, bah merci beaucoup, Jeanne. Merci à Dans le toi. chat, est-ce qu'on a des petites réactions, des petites questions pour Jeanne? Voilà, on attend vos questions. Je vois que Révolution numérique, la personne en régie, S'amuse avec Ça- le chat. s'amuse bien, s'amuse bien. 2% avec le code Kumbala le boss. Merci Révolution numérique, je sais pas qui a ce poste en régie. Je crois Euh, qu'on peut faire un petit coucou à Jade. Ah voilà, merci Jade. Euh, les histoires de lobbying Oui. sur l'hydrogène, est-ce que tu as des petites infos là-dessus? Et bah, c'est un peu comme tous tous les véhicules en fait qui arrivent, les véhicules, les moyens de transport, que ce soit, on en parlait tout à l'heure avec l'avion, avec les trottinettes, c'est un ensemble. Donc je pense que les moyens de transport à Mm. hydrogène, on peut y mettre dedans aussi. Ouais. sais Je pas. pense que c'est aussi l'idée parce que c'est nouveau Mm. et que c'est en pleine. En Enfin, c'est pleine- nouveau. Bah, c'est en C'est expansion, vieux, mais en fait, oui c'est en ou train de non. se développer. Et puis, en fait, il y a déjà un marché Mm. qui est déjà installé. Donc, c'est compliqué de bousculer ce marché, de bousculer les mœurs et les habitudes. C'est exactement. Et surtout que qu'on disait- est déjà en pleine transition vers la voiture électrique Oui, aussi. exactement. On s'est lancé C'est dans une une double autre tra- c'est une transition. double transition là. Donc, je Ouais, pense que mais c'est peut-être ça quand- qui est compliqué. quand Parce la qu'en voiture- théorie, ça a l'air intéressant. en Oui, fait. parce que quand on voit la voiture électrique comme ça, super, on n'a pas à faire de plein d'essence. Pareil pour la voiture à hydrogène. Mais avec tout ce qu'on a pu voir sur la construction des Mhm. batteries au lithium, là on l'a vu avec les énergies fossiles, bah, tout ça on a vu qu'au final, bah non, c'était peut-être pas une solution, il fallait aller encore plus loin dans la démarche. Bah oui, il faut pas consommer en roulant, mais à la fabrication, il faut pas qu'on consomme non plus. Oui, il y a du travail à faire encore. Ok, et ben écoutez, merci beaucoup merci beaucoup le chat pour cette petite question, pour cette petite remarque. Je crois qu'on est bon pour ta chronique, Jeanne. Merci beaucoup. Eh ben merci à toi, bon courage pour on le va- reste de l'émission. On va accueillir Mathilde qui va nous faire la chronique juste après. Mais avant ça, on va. Vas-y, Mathilde, tu peux venir sur le plateau. Fais-toi plaisir. Mathilde. Installe-toi. Mais quelle Fais chance, comme chez chez toi. toi. chance. Comme chez toi. Mais avant ça, du coup, on a accueilli Maxime Conchon juste avant, qui va nous parler d'une expérience qu'il a réalisée l'année dernière. Je parle trop vite. Il a traversé l'Europe en autostop. Et oui, en 2022, il a traversé l'Europe en autostop. Ça peut paraître assez fou à l'époque d'Uber et compagnie. Comment ça va, Maxime? Tu commences à le Très connaître, bien. ce plateau, hein? Oui, je commence à le connaître. J'ai enlevé la casquette d'étudiant journaliste pour me mettre en civil, si on peut dire, pour venir témoigner d'une expérience En personnelle. aventurier. Ouais, en aventurier. Bien trouvé celle-là. Alors du coup, résume-nous un peu ce voyage en Laponie suédoise. Du coup, c'est là que tu es parti. hein. Oui, en fait, j'ai fait 2400 km en autostop. On peut voir sur cette photo. Tu respires la joie. Ah oui, J'ai fait, j'avais pas vu la photo, effectivement. Ouais, je suis avec mon sac à dos parce que je suis parti tout seul. Donc j'ai fait 2400 km pour rejoindre la Laponie suédoise. Je suis parti de Clermont-Ferrand et je suis parti en autostop seul avec mon sac à dos. Donc c'est un voyage qui a duré 1 mois. Donc j'ai fait et l'aller et le retour en autostop. Et voilà. C'est C'est bien parce que la photo t'aplatit bien. ouais, c'est- m'aplatit. On c'est voit ça, pas du c'est- tout ça- mon mètre 80 sur cette photo. Voilà, ça Avec fait mon petit chien. On voit sur la pancarte Suède. Ouais, magnifique. Il y a une j'étais ambiance équipé d'une de ardoise. Hobbit, quoi, finalement. Hein C'est on dirait Frodon Saquet. Quoi. C'est presque ça. Ouais. Alors du coup, tu as fait le choix du stop en Ouais. 2022. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ça me tentait bien d'essayer l'autostop. C'est Ah donc j'ai pas menti, c'est vraiment l'histoire de l'aventure. ouais, c'est l'aventure exactement. Là, on peut voir toutes les personnes avec qui j'ai pu Ici, voir. ici, Là, hop, ici. là et là. On peut voir toutes les personnes qui m'ont pris en autostop. J'en ai eu plein. Ouais, voilà. Donc en fait, j'ai dû traverser. Donc j'ai fait la France. Ensuite, j'ai traversé l'Allemagne. Ensuite, j'ai traversé Copenhague. Ensuite, j'ai traversé la Suède pour atteindre donc la Laponie suédoise. Donc c'est le cercle polaire. Donc comme je disais, ça fait 2400 km. Et pourquoi le stop? Parce qu'en fait, j'avais vraiment envie d'essayer ça. Et puis aussi parce que j'ai des convictions personnelles. Donc je me suis dit, bah tiens, pour être un peu écolo, est-ce que c'est possible de prendre la voiture par autostop pour aller à mes destinations de vacances? C'est exactement ce que disait tout à l'heure l'invité, que l'avion, c'était peut-être, on ferait moins de voyages en avion pour aller à l'autre bout du monde pour nos vacances, on ferait ouais. plus de local. Mais moi, je me suis dit, bah, j'ai quand même envie d'aller loin, pourquoi pas le faire en autostop? Ça coûte moins cher que l'avion aussi. Ah, ça coûte moins cher que l'avion, ça coûte rien du tout en fait. Et en plus,
Oui, ça coûte pas du tout d'argent. Après, voilà, c'est plein d'autres contraintes. On sait pas à quel jour on va arriver. C'est pas sur qui on va tomber. Là, on peut voir le trajet que j'ai fait. Ça, c'est le trajet aller. Ah, on peut plus le voir. Ah. C'est de nouveau moi avec mon sac à dos. Voilà. Donc, ça fait. J'ai dit 2000, mais en fait, ça fait 3400. J'ai dit 2400 tout à l'heure, mais ça fait 3400. C'est vrai que 2400, c'était pas assez. Hein. Non, c'était pas Non. suffisant. Je trouve que c'était pas suffisant. Donc, c'est exactement le trajet que j'ai fait. Et Jokkmokk, donc Jokkmokk, c'est une destination en Laponie suédoise, donc c'est au-dessus du cercle polaire. Il faisait jour toute la journée. Là-haut, il fait jour toute la journée. Voilà. Ok, on a des petites questions dans le chat pour toi, Maxime. Ah, Il y a Doginaldo qui nous souligne que déjà partir de Clermont-Ferrand, c'est chaud. Bon. merci de Gianno de le signaler, c'est vrai. On est très mal desservi en transport, les lignes voilà, ferroviaires, les on lignes. revient sur notre thème de. Ouais, voilà, mais en fait, ça n'a pas été si compliqué que ça. En France, je me suis plutôt bien débrouillé pour trouver rapidement. En fait, je me suis posé sur une aire d'autoroute qui est juste à côté de chez moi. Et en 2 minutes, j'avais mon première personne qui m'a pris en voiture, mais vraiment en 2 minutes, top chrono. Je me suis dit, le voyage commence bien. Et après, ça s'est un peu super bien passé au fur et à mesure. J'ai réussi à avoir mes trajets. Bon, par contre, pour l'aller, j'ai mis une dizaine de jours. Ouais, c'est plus long Voilà, que en plus, je l'avion, suis quand même. resté coincé dans une ville à Göteborg en Suède parce que plusieurs raisons, mais je suis resté là-bas, donc ça m'a fait faire une halte dans mon voyage. Et après, je suis reparti jusqu'en Laponie. Donc, j'ai traversé toute la Suède. C'est presque la même distance que j'avais fait depuis Clermont-Ferrand. Il y a Flamancho qui demande si c'est pas dangereux si jamais tu tombes sur un taré. Et bah, c'est peut-être moi le taré, tu vois. Les gens se disent ça dans les voitures. Non, mais il faut se le dire. Les gens se disent, ok, est-ce que je vais prendre cet autostoppeur Ça se trouve, c'est un malade. Donc en fait, on est tous les deux dans cette posture de qui c'est, est-ce qu'il a l'air gentil, est-ce qu'il n'a pas l'air un peu zinzin. Donc on fait connaissance dans la voiture et souvent ça se passe hyper bien. C'est un voyage où on fait des rencontres assez folles, on peut se le dire. Puisque souvent ces gens qui m'ont pris en autostop, c'était soit des gens qui avaient fait du stop ou qui ont l'habitude ou qui juste avaient comme ça envie parce que j'avais une bonne tête. Et, et donc c'est un peu dangereux, forcément, faut toujours être sur ses gardes. En plus, je vois la question, tu as forcément une anecdote. Oui, j'ai une anecdote. Je suis tombé en Allemagne, toutes les autoroutes ne sont pas limitées en vitesse. Je suis tombé dans la voiture d'un mec qui roulait à 200 sur l'autoroute, avec la musique techno à fond, en pleine nuit. C'était quelque chose. Ça, tu vois, typiquement, enfin, vous voyez, typiquement, c'est dangereux. Mais c'est les risques. Après, la voiture, c'est dangereux. C'est sûr, quand on roule vite, c'est dangereux. Mais voilà, c'est des risques, ça, c'est sûr, c'est autre chose, quoi. Du coup, ta démarche, en fait, est-ce que c'est une démarche axée sur l'environnement ou une démarche d'étudiant qui n'a pas les moyens de prendre l'avion ou un peu des deux? C'est un peu des deux, en fait. Parce que pour aller en Suède, en Norvège, dans les pays nordiques, le billet d'avion coûte une fortune. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que j'avais cette idée-là de partir, de faire un voyage un peu particulier, une expérience, une aventure, vraiment partir à l'aventure. Depuis longtemps, je me suis dit, bah allez, on y va, on essaye. Et qui n'essaye pas. De toute façon, j'aurais pas essayé, je serais passé à côté de quelque chose. Enfin, c'était quand même assez fou. Enfin, cette expérience était assez folle. Comme je dis, au niveau des rencontres, donc c'est très social, hein. Mmh. C'est une expérience vraiment, vraiment sociale. Et après, bah, il y a l'aspect aussi environnemental. C'est ça qui m'a fait dire. C'est ça qui m'a donné l'idée en fait. Je me suis dit l'autostop, tu montes dans la voiture de quelqu'un qui roule déjà. Donc en soi, au lieu qu'il soit tout seul dans sa voiture pour faire son trajet, bah, toi tu es avec lui. Et puis aussi une chose, hein, l'autostop ça a été beaucoup pratiqué avant, quand il n'y avait pas les transports en commun ou quand les gens n'avaient pas les moyens de se payer une voiture. Donc là moi c'est le cas, j'ai pas les moyens de partir en voiture. En fait, je fais un peu, voilà comme tu dis, Oui, c'est un mix, quoi. un mix en fait de tout ça. Voilà. Et du coup, si jamais tu devais le refaire, Je le referai. Après, je me dis encore que c'était fou et que j'ai été un peu malade de faire ça. Mais Parce que t'as fait l'aller et le retour? j'ai fait le retour. Le retour, je l'ai fait en 3 jours. C'est fou parce qu'en fait, je suis tombé sur. J'ai fait que 3 voitures différentes parce que je suis tombé à Copenhague sur un monsieur qui descendait en voiture jusqu'au Portugal. Il était en Tesla d'ailleurs, donc on faisait des petites haltes pour revenir un peu sur ce qui s'est passé sur l'émission auparavant. On a fait plusieurs haltes pour charger la voiture, etc. Ouais. Moi, je trouvais ça cool parce qu'on prenait plus le temps. C'est ça aussi la démarche d'autostop, c'est de prendre le temps. C'est pas être dans la précipitation de je vais vite, je fais un séjour de 2 jours.
Là, on prenait le temps. Donc lui, avec lui, on a pris le temps. Mais on roulait quand même. Donc c'est pour ça qu'en 3 jours, j'ai fait le retour. Je m'attendais pas à ça. Et c'est ça, c'est un peu aléatoire l'autostop. Oui, c'est un peu faire du tourisme, du slow tourisme, hein, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Et c'est aussi comment dire, la même idée que le retour du train de nuit aussi, Ouais. qui permet de prendre plus de temps, certes, mais aussi de découvrir plus de paysages et effectivement de voyager, quoi, de reprendre plaisir dans le Exactement. voyage. Sachant que traverser l'Allemagne, puis après le Danemark, on voit plein de paysages dans la voiture. Enfin, c'était quand même une expérience différente que de prendre l'avion, de te téléporter un peu. Là, tu vois vraiment, oui, comme je dis, le paysage. Puis tu discutes avec les gens qui sont dans ta voiture, donc qui t'ont pris en voiture, donc c'est des gens qui sont locaux. Tu parles en anglais et compagnie, et tu apprends plein de choses sur le pays, sur la culture, voilà, plein de choses. Eh ben merci, on va prendre peut-être une ou deux questions dans le chat. C'est Pierre Palmade, sympa. Il y a Flamanchot qui dit: t'as le truc Interrail qui est sympa pour voyager en Europe. Oui. Pourquoi t'as pas peut-être opté pour cette option qui pourrait être plus. Alors là, c'est du coup la raison économique. Parce que D'accord. c'est pas cher, mais ça reste un peu un budget. Je crois qu'ils en offrent aussi des fois des passes Interrail, des fois non. Je sais pas. Ah ouais, mais il faut postuler, il me semble qu'il y a D'accord, tout un ok. dossier à monter. Non, mais oui, c'est en fait aussi cher un peu moins cher que l'avion. J'avais regardé, mais c'est quand même un budget, hein. C'est 200 € aller, je crois, et 200 € retour. Oui, donc oui. Oui. Bon, c'est quand même un budget. Et Alors là, j'ai payé 0, quoi. il y a Dabedi Dab qui demande quels sont les conseils que tu peux lui donner pour un voyage long en stop. Peut-être des trucs un Waouh. peu pratiques. Rapide. On a 1 heure là, on a combien de temps là non, ok, on a pas une heure. rapide. Non, conseil, être souriant, être propre sur soi, parce que tu te feras jamais prendre en autostop si tu as l'air d'un crack. Donc voilà, ça c'est le premier conseil que je dirais. Ensuite, quoi d'autre? Il faut anticiper que la nuit, il faut se loger. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre. Moi, j'avais ma tente sur le dos. J'ai vraiment fait le voyage du baroudeur. Donc j'avais ma tente sur le dos. Donc je me disais, j'ai pas de pression avec ça. Je me pose dans un parc. Sachant que dans ces pays-là, nordiques et en Allemagne, c'est autorisé de camper un peu partout. Voilà, et sinon, autre conseil. Dernière question en 2 mots, ok, ok. parce qu'il y a Lucas qui nous attend apparemment en duplex. Ah, Est-ce que tu as remarqué Avec une mon vélo. différence entre les pays au niveau de la culture des oui. habitants? Sympathie, curiosité, c'est Arsène86 qui nous demande ça. oui, chaque pays, c'était différent. L'Allemagne, ils sont vachement ouverts sur l'autostop, les gens qui voyagent avec leur sac à dos. En plus, moi, j'étais tout seul, donc enfin, ils sont vachement dans cette culture-là. Ensuite, arrivé dans les pays nordiques, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des personnes qui me prenaient en voiture. C'est des étrangers, au final, qui m'ont pris. J'ai eu des Portugais, j'ai eu des Italiens, des Français. Mais oui, et en plus, il y a un truc, c'est qu'on voit plein de cultures différentes en Europe, des modes Après, ça, c'est dans tout voyage, hein. Quand tu pars, tu découvres autre chose. Et en plus, d'autant plus que moi, je suis resté 1 mois en voyage, là, tu te rends compte, tu as le temps de t'imprégner de la culture, des personnes sur place, du paysage, un autre type de voyage, quoi. Ok, eh ben merci beaucoup, on retrouve Lucas. Lucas. Oui, Lucas, tu es là. Où en es-tu, Lucas? Est-ce que tu en es où de ton petit tour? Est-ce que tu peux nous faire Il a peut-être un petit froid, le bilan de pauvre. ton petit tour? Est-ce qu'ils sont toujours les vélos? Bah écoute, oui, là on a quitté le bord de mer, on s'est un peu plus réengouffré dans les terres, là où on est passé tout à l'heure. Vous voyez, c'est une zone industrielle, ça n'a plus rien de fantaisique. Là, c'est vraiment Oui, c'est un moins glamour. hangar. C'est moins glamour, mais c'est pas grave. Écoute, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors tu me demandais un petit bilan de ce que j'ai pensé de la sécurité là sur la route. Et bah écoute, ça dépend vraiment. Mon prof de philo disait ça dépend, ça dépasse, mais là pour le coup ça dépend vraiment des portions. Il y a des portions, on est sur route ouverte et c'est advienne ce que pourra. D'autres où on a l'impression que la route nous choye, on est vraiment son petit poussin à protéger. Là, ça dépend. Là, on est vraiment sur une portion pas mal. C'est pas protégé par rapport à la route, mais ça reste quand même assez large. On est assez loin de la route et il y a cette petite bande qui est réservée aux piétons qui fait un espace quand même entre les voitures et nous. C'est vraiment un endroit sympa ici, bien que pas accompagné de la mer. Mais voilà, comme j'ai dit, on a quand même rencontré des difficultés, notamment quand on a dû rouler sur route ouverte ou juste en bord de trottoir, quoi.
Et est-ce que tu as croisé beaucoup de cyclistes, Lucas, sur la route? Peut-être des gens? Alors malheureusement non, hein, parce que l'heure est assez tardive pour faire du cyclotourisme. Après, on aurait peut-être pu croiser quelques vélotaffeurs, des gens qui vont au travail à vélo et qui en reviennent. Mais non, c'était pas trop d'actualité. Et à part un petit couple mignon et un voleur de vélo, on n'a pas croisé grand monde. Ok, donc relativement peu de passages quand même. Peu de passages et le passage qui était là n'était pas forcément des bonnes fréquentations. Ok, Lucas. Lucas, est-ce que dans le chat vous avez des questions pour Lucas? Parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on le retrouve dans l'émission. Déjà, est-ce que vous avez des petites questions? Et Lucas, peut-être qu'on peut voir ta caméra de qui te... Ah, Peut-être. on Est-ce a que tu veux perdu bien le prendre son. la caméra pour qu'elle nous fasse un coucou? Ah oui, bien sûr, un petit hommage à Valentine, hop là. Waouh! Valentine qui m'a accompagné tout ce trajet, qui a subi Magnifique. ma Et présence. juste, il y a une petite question d'Ezainos qui nous dit il y a aussi l'indice de cyclabilité de la FUB. Alors, je ne sais pas ce que c'est la FUB. Si vous voulez plus d'infos, Cannes est assez mal classé. Donc, j'imagine que c'est en rapport avec les pistes cyclables. Ça doit être ça. Après, avec Lucas, on ne sait pas trop quoi répondre à part d'aller voir sur comme tu l'as dit, sur le site de la ville Quel de est ton Cannes. ressenti? Est-ce que c'est ce que tu vois? C'est-à-dire, Ah bah, est-ce que au quotidien, toi qui vis à Cannes, tu vois qu'il y a peu de cyclistes, peu de pistes cyclables? Quel est ton avis sur le sujet? ça dépend. Ça dépend. Le week-end, il y a pas mal de monde qui se balade sur le front de mer, donc il y a pas mal de cyclistes aussi. Après, là, c'est vrai qu'on est lundi soir et comme le disait Lucas, il n'y a pas énormément de cyclotourisme. On a vu quelques vélos, mais ils sont très très rares quand même. Et je pense que c'est surtout des gens qui en font souvent parce qu'ils avaient tous les équipements. Donc voilà. Ok, bah merci Valentine, merci Lucas pour ce magnifique duplex. Il y a Arsène86 qui nous précise que la FUB c'est la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette pour information. Et merci du coup à vous deux pour ce magnifique duplex fil rouge pendant toute cette émission. On vous retrouve bientôt sur le plateau de Greenwich, je l'espère. J'espère que Et vous bah oui, avez à bientôt. votre moment. Voilà. Donc on va passer du coup à la dernière chronique de cette émission. Mathilde qui attend depuis maintenant un petit moment sur son fauteuil. Ça va, c'est pas trop long. Ok, pour finir cette émission, du coup, notre tour des mobilités, hein, puisqu'on a évoqué les trains, les avions, les voitures, les trottinettes, les vélos. Il nous manque les bateaux. Et donc du coup, on va se pencher dessus avec toi, Mathilde. Tu t'es penchée sur les innovations du secteur. Exact. Et salut tout le monde déjà. Donc moi, je vais vous parler des innovations dans la construction navale. Et d'abord, on va parler du kite, donc du cerf-volant, comme une solution de transition énergétique. Et puis on va avoir une innovation assez gigantesque, un paquebot à voile qui s'appelle le Silence. Donc voilà. Ok, et on commence du coup avec le Sea Kite. Qu'est-ce que c'est? Alors le Sea Kite, c'est une idée développée par le skipper Yves Parlier. Donc il s'agit d'une grande voile, comme un cerf-volant, qui va être accroché à l'avant du bateau et par un système de poulies et de câbles qui va tracter le navire grâce à la force du vent. Donc l'objectif, c'est de faire progresser la décarbonation du transport maritime, notamment de la marine marchande. Mais est-ce que les bateaux sont aussi performants que d'habitude? Alors, l'objectif, c'est pas la performance, c'est vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, ça baisserait d'au moins 10% la consommation de carburant, donc d'émettre moins de CO2. Cette baisse de consommation peut faire gagner quelques années de vie à des navires qui, depuis le 1er janvier de cette année, sont tous soumis à un classement en fonction de leur efficacité énergétique. Certains bateaux ne pourront plus naviguer car ils émettent trop de pollution. Et justement, à quel point ce transport maritime, il pollue? Le transport maritime, il faut savoir qu'il assure 90% des échanges commerciaux de la planète et que ça représente 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit près d'1 milliard de tonnes de CO2. Donc ça, c'est des chiffres de l'Organisation maritime internationale. Et si rien n'est fait, il pourra encore progresser de 50 à 250% d'ici 2050. Donc pour réduire les émissions de à peu près 70% d'ici 2050, donc, l'Organisation maritime internationale a mis en place un système d'indice d'efficience énergétique des bateaux. Donc, celui-ci impose aux armateurs d'améliorer chaque année l'intensité
carbone de leurs bateaux grâce notamment aux énergies renouvelables, dont le vent. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup pour des bateaux trop polluants mais qui pourraient toujours servir? C'est vrai que c'est pas très écolo si on les laisse de côté et qu'on les laisse tomber un peu en ruine. Justement, là, le risque, c'est que les bateaux ne puissent plus quitter les ports. Donc s'ils sont inutilisables, ils vont être sûrement mis en service et démantelés. Ils n'ont plus d'aucune utilité. Mais pour y parler, la solution, ce serait le rétrofit. Donc c'est-à-dire équiper un bateau qui serait trop âgé pour naviguer et trop polluant, en lui procurant des nouvelles technologies comme le Sea-Kite et lui permettre de fonctionner encore quelques années et d'éviter de le jeter à la casse pour rien. Donc c'est une sorte de recyclage. Ouais, c'est une sorte de recyclage, mais aussi ça permet une transition pour permettre aux armateurs de faire de nouveaux bateaux et de faire des bateaux surtout moins polluants ou avec d'autres énergies renouvelables comme des panneaux solaires ou d'hydrogène, on en parlait tout à l'heure, à voir si ça se développe assez pour équiper des bateaux. Et ce qui est pratique, petit lapsus, je ne sais pas d'où il sort, je connais pas de Patrick. Ce qui est pratique avec le kite, c'est que par rapport aux voiles classiques, donc avec un mât, le kite c'est une voile qu'on pourrait dire molle en résumé. On peut la plier et la mettre dans un sac et ça prend pas de place dans un bateau. Et surtout, ça s'équipe très facilement, c'est-à-dire que n'importe quel bateau peut l'avoir, que ce soit des tunneliers, des vraquiers, des porte-conteneurs ou même des bateaux de pêche. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui créent des innovations vertes dans le domaine maritime du coup? Selon le Windship, une association créée pour accélérer la transition écologique du maritime, le potentiel du marché serait gigantesque. En compilant plusieurs études, dont une de la Commission européenne, l'association estime à près de 10 000 le nombre de navires qui pourraient être équipés de solutions de propulsion par le vent d'ici 2030 et un peu plus du triple d'ici 2050. Il faut savoir qu'au Windship, en France, on a selon le Windship, on a une trentaine de développeurs de technologies à voile, et dont 9 en France, et surtout il y en a beaucoup dans le nord-ouest, donc que ce soit en Bretagne, en Normandie aussi. Et donc voilà, surtout dans le nord-ouest, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent notamment avec les chantiers de l'Atlantique, dont on parlera juste après. Juste avant de passer au Sea-Kite, il y a Flamanchot qui comprend pas bien la différence avec un voilier. Et là, en fait, c'est qu'on équipe un cerf-volant. Comme on peut voir sur les kitesurf, c'est exactement la même forme. On va l'accrocher à l'avant du bateau et ce kite va justement tracter, grâce à la force du vent, le bateau et le faire avancer. Et ça va permettre au bateau de réduire la consommation de carburant, puisqu'il y a déjà une force de traction via la force du vent. Donc voilà, comme on peut le voir là, on voit que le bateau il est tracté par le kite qui est à l'avant. Ça permet d'utiliser moins de carburant. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, donc c'est une voile un peu en l'air. C'est ça, c'est vraiment le système d'un cerf-volant. Voilà, quand tu utilises un cerf-volant, tu sens que ça tire un peu dans les bras. Là, c'est la même chose et ça va tracter le bateau. Ok, et donc ça, c'était pour le Sea-Kite. Ouais. Et qu'en est-il du paquebot de luxe? Le paquebot de luxe, donc alors, ça s'appelle le Silence. Donc, ce serait le premier qui va être construit d'ici 2024-2025. Donc, c'est un paquebot de luxe fonctionnant à voile. Donc, le concept est né au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Et c'est la filiale Orient Express, donc connue pour les trains. Donc, c'est une filiale du groupe Accor qui a commandé 2 paquebots équipés du système Solid Sail, un système révolutionnaire de propulsion vélique, grâce à des voiles géantes développées à Saint-Nazaire. Et quelle taille va faire ce bateau alors? C'est un truc énorme ou... C'est assez gros parce qu'on vise un bateau de 220 mètres. Donc le chantier devrait commencer fin 2024 et le premier bateau va essayer d'être livré en mars 2026. Donc il sera équipé de 3 mâts, décidément ce soir c'est la fatigue, inclinables qui devrait s'élever jusqu'à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est énorme. Et chacun pouvant porter jusqu'à 1500 mètres carrés de voilure. Donc on vise vraiment des chiffres gigantesques. Donc les voiles, elles seront en partie en fibre de carbone. Elles seront assez rigides, mais pliables, un peu comme un accordéon. C'est-à-dire que sur une voile, on va installer plein de panneaux qui seront rattachés les uns aux autres et ça va se plier vraiment comme un accordéon. D'accord. Ouais, je sais pas si on voit à peu près sur la vidéo, on voit que c'est vraiment une voile assez séquencée. C'est strié, c'est ça. C'est impossible de produire une voile aussi grande avec que du tissu. D'accord. Donc voilà. Et ça fonctionne qu'avec ça?
Non, j'y viens. Ok. J'y viens parce que évidemment, c'est pas encore possible de le faire fonctionner tout le temps avec des voiles. Il faut attendre qu'il y ait au moins entre 15 et 20 nœuds de vent, c'est-à-dire entre 25 et 30 km/h de vent. Et ce bateau, grâce à 15 nœuds, il peut atteindre 28 km/h, ce qui est en fait une prouesse en termes d'aérodynamisme, parce que normalement, quand tu fonctionnes à la voile, tu as toujours une petite perte de vitesse par rapport à la vitesse du vent que tu captes. Or là, ils arrivent à vraiment perdre très peu de force de vent. Et les voiles peuvent résister jusqu'à 40 nœuds de vent, donc c'est à peu près 75 km/h de vent, ce qui est quand même assez énorme. Et lorsque on est en dessous des 15 nœuds de vent pour propulser le bateau va fonctionner avec des moteurs au gaz naturel liquéfié. Mais du coup, à quelle vitesse ira ce bateau et quel est l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que ça va réduire, j'imagine? Oui, ça va réduire. Donc selon les chantiers de l'Atlantique, donc je l'ai dit juste avant, ça irait jusqu'à 28 km/h quand on a 15 nœuds de vent. Et donc les gaz à effet de serre, donc selon les chantiers, ça pourrait être réduit de 30 à 40% par rapport à un paquebot de base. Et donc c'est quand même déjà énorme quand on voit à quel point ça pollue les paquebots. Et dans la région, je pense qu'on est quand même bien concerné quand on voit des immeubles sur mer et que ça fume Oui. comme une cheminée, quoi. Ça fume noir. Donc non, vraiment, c'est comme une avancée parce que ça réduit pas mal les gaz à effet de serre. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de passagers qui peuvent être accueillis à bord? Donc moins que dans un paquebot classique, là on peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Donc il y a 54 suites de 70 mètres carrés, ce qui est plus grand que mon appart universitaire. Large. Et la suite présidentielle peut atteindre 1415 mètres carrés. D'accord. C'est Oui. énorme. C'est pas Voilà. mal. Et on a quand même... on est large, ouais, je crois, franchement, on est pas mal. Il y a quand même 2 piscines et une salle de spectacle. Et pour ceux qui voudraient privatiser le bateau pour enregistrer leur premier album ou leur prochain, je sais pas, il y a un studio d'enregistrement. Ok. Voilà. Bon, Ça vous donne un peu l'idée de... Ouais, et du coup, combien ça coûte un bateau pareil? Parce que là, je pense que la facture explose. Eh ben, Et est-ce que c'est vraiment écologique, du coup, à ce niveau-là? pour l'instant, le prix n'est pas révélé, c'est resté confidentiel. D'accord. Mais pour donner une idée, le prototype qui a été d'ailleurs exposé sur les chantiers de l'Atlantique, juste la voile et le mât, il y en a eu pour au moins 18 millions d'investissements juste pour fabriquer un prototype. Donc, t'imagines, quand il y aura 3 voiles, la coque, les suites de luxe, tu rajoutes 3-4 zéros derrière, quoi. Concernant l'aspect écologique, le bateau, il consommera moins que n'importe quel paquebot aujourd'hui. Il faut savoir aussi qu'il est plus petit que les autres paquebots. Par exemple, l'Harmony of the Sea, il fait 362 mètres et c'est un immeuble sur mer, vraiment. Et ce qui n'est pas négligé, parce que quand un bateau est gros, il perturbe énormément la biodiversité autour de lui. Imaginez quand un bateau arrive dans une baie, Oui. voilà, juste les secousses de moteur qui arrivent, ça fait du remous. Et bon, même s'il y a 30 à 40% d'émissions de carbone en moins, ça pose question, parce que c'est quand même un paquebot de luxe. Donc certaines associations écologiques se posent la question par rapport à ça, parce que pour faire fonctionner 2 piscines et voilà, y accueillir 200 personnes, il faut quand même de l'électricité. Donc il y a toujours cette question de paquebot de luxe, est-ce que c'est vraiment écologique? Voilà, il y a des progrès, mais... Ouais. Et merci beaucoup Mathilde pour cette chronique. Maxime, une petite réaction avant de finir? Au niveau des bateaux, l'année dernière, il y a le Plastic Odyssey qui est parti de Marseille. Oui, ça on avait parlé dans une précédente émission. Exactement. Du coup, je peux pas le réutiliser. Info locale. Non, mais oui. Parce que ce bateau fonctionne avec du plastique. Oui. Il y a beaucoup d'innovations. J'aurais voulu parler de plein de choses. Mais bon. Bon, là, je pense que c'est bon. Mais non, mais vas-y, continue. Non, mais c'est juste qu'il fonctionne avec du carburant produit par du plastique recyclé. Et c'était juste une info locale. Ouais, et là, je sais qu'ils sont en train d'essayer de développer un bateau qui nettoiera la mer. Pour l'instant, ils sont vraiment aux prémices. Il y aurait un système pour ramasser notamment l'espèce de continent de plastique qu'on connaît, qu'on en a entendu parler. Il y en a plusieurs, ouais. Voilà, donc lui, ce serait un système où il ramasserait, et il y aurait un système avec les filets qui serait en sorte que la vitesse soit assez lente pour laisser les poissons passer et éviter de pêcher des poissons. Ils sont en train d'essayer de développer un système où, en gros,
Bon, c'est très très vague. Hein. La façon dont ils recycleraient le plastique à bord générerait de l'énergie, donc de la chaleur, ce qui permettrait de faire fonctionner le bateau parce que piston, machin, bref, système de centrale, mini-centrale grâce à ça. On voit qu'il y a des idées. Il y a des idées. Merci beaucoup pour cette petite discussion. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions dans le chat, donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette émission de Greenwatching. C'est la fin donc de ce 6e numéro. C'est aussi la fin de cet après-midi spécial que l'on vous proposait à l'occasion de la journée porte ouverte de l'école de journalisme de Cannes. D'ailleurs, si vous avez raté l'émission spéciale JPO, vous pouvez déjà la retrouver directement en rediffusion sur Twitch et également sur YouTube dans les prochains jours. Tout comme ce numéro de Greenwatching. Un grand merci à toutes les personnes qui ont bossé d'arrache-pied sur ces 2 émissions. C'était un travail de titan, hein, je pense qu'on peut le dire, et mon oreillette est en train de partir. Que ça soit en régie, notamment Victor Létis, sans qui cette émission ne fonctionnerait pas. On le remercie jamais assez. En plateau également, avec tous les chroniqueurs qui sont venus, les chefs plateau, les chefs d'édition. Ils sont tous là, ça a été beaucoup de boulot, on espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup le 27 mars pour le prochain numéro de Greenwatching. C'est dans un moment, mais en attendant, vous pouvez retrouver les précédentes émissions pour YouTube. Merci le chat d'avoir été là. Merci à notre invité qui était là tout à l'heure, Raymond Greenezer, qui nous a quittés, mais qui était vraiment un super invité. Il est juste parti. Il est juste parti, il n'y a pas d'avis de décès. Et donc merci Dodginaldo, merci Flamancheux, merci Arsène, merci à tous pour vos questions. On se retrouve bientôt et surtout restez green. On se retrouve le 27 mars. There is no way to explain all the things I feel. I feel weak, I feel weird, just like I'm not even real. A deep blue sky rains down on me, a gray old